cette conférence DORA. DORA, ça signifie donc Digital Operational Resilience Act. Et c'est un ensemble de règlements et de directives qui a été promu et publié en janvier 2023, après l'adoption par le Conseil de l'Union européenne en novembre 2022 de cet ensemble, donc le réglementaire et de directives. Alors, DORA représente ce que l'on appelle une lex speciali du NIS 2, c'est-à-dire une réglementation spécifique aux institutions financières pour appliquer le NIS 2. Alors, en tant que lex speciali, c'est donc une loi qui va être encore plus forte pour les institutions financières que le NIS 2 en tant que tel. Pour pouvoir parler de DORA, je devais avoir 4 spécialistes avec moi. Hélas, Emmanuel et Karim sont souffrants. On est en automne, donc ça y est, les grippes, les rhumes, etc. commencent à pointer leur nez, malheureusement. Mais je vous rassure, avec Samuel et Karim, vous aurez... Excuse-moi. Avec Samuel et Abdou, nous avons 2 spécialistes tout à fait compétents pour pouvoir évoquer ce sujet. Alors, je vais justement laisser se présenter Samuel et Abdou. Là, je pars correctement. Merci Michel. Donc, Samuel Litière, je suis traîneur et consultant, traîneur pour PECB. J'interviens en particulier sur les normes ISO 27001, 27002, 27005, 22301 et puis sur la partie Lead Cloud Security Manager et puis également du conseil ou du consulting sur des thématiques utiles ou gestion de projet. Voilà. J'ai travaillé dans le milieu de l'hospitalier pour le ministère de la Santé ici en France, dans le milieu des bailleurs sociaux, de l'habitat, et puis pour des collectivités également de tailles différentes, et toujours dans l'informatique. Voilà, pour faire simple et court. Très bien. Merci Samuel, merci Michel pour l'introduction. Donc voilà, pour ma part, c'est Abdou Belarbi. Je suis spécialiste en gouvernance de la sécurité de l'information principalement, avec une orientation aussi un peu technique et opérationnelle. Actuellement, je suis directeur au sein d'une société qui s'appelle Mare Nostrum Advising Group, qui est présente ici en France, avec une filiale ici en France aussi pour tout ce qui est formation. Ils sont partenaires d'ailleurs de PECB, et avec des filiales aussi en Algérie et au Sénégal. Donc voilà, j'interviens un petit peu entre les 2 continents. Je suis formateur certifié par PECB, je couvre pas mal de formations, entre autres la ISO 27001, Senior Lead Implementer, Senior Lead Auditor, 27005, EBIOS-R1, 22301, Lead Implementer, Lead Auditor, ISO 27032 et autres, avec d'autres certifs comme ITIL et d'autres. Donc voilà. Merci. Alors justement, dans DORA, il y a un mot qui aujourd'hui on entend dans pas mal de réglementations, dans pas mal de sujets sur la cybersécurité, le mot résilience, le mot opérationnel, résilience opérationnelle. Et c'est pas souvent un mot que l'on décrit vraiment. Hein. Qu'est-ce que c'est que la résilience? On en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on pourrait quand même le définir beaucoup plus précisément? Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur exactement cette définition? Ce serait bien qu'on se positionne là-dessus. De la résilience, voilà, c'est toujours des expressions qui sont chargées de nuances. Hein. On a eu tous les théorèmes entre la différence entre efficacité et efficience. Hein. Maintenant, on parle de résilience. Alors, la résilience, c'est la capacité qu'a une organisation à faire front à un incident majeur de type cyberattaque. L'idée, c'est de pouvoir résister, s'adapter et se remettre du choc que peut représenter donc une attaque informatique.
Au-delà de cette définition, qu'est-ce qu'il faut retenir et comment DORA a pour ambition d'aider les entreprises ou de contraindre les acteurs à augmenter leur cyber-résilience. Aujourd'hui, les enjeux sont tels qu'on en fait une question politique au niveau européen et aussi au niveau national. Au-delà des situations de phishing ou d'autres attaques qui peuvent être préjudiciables pour les entreprises, les gouvernements aujourd'hui sont d'accord, en Europe ou ailleurs, que leur souveraineté même, à travers ces situations de cyberattaques, peuvent être menacées, leur gouvernance, leur sécurité, leurs intérêts primordiaux peuvent être menacés donc, par ces attaques informatiques. Alors, DORA, on a 5 piliers. Abdou nous en parlera plus précisément, hein, je ne vais pas déflorer le sujet. Juste pour vous repérer, vous aider à vous repérer, ces 5 piliers sont, dans DORA, la gestion des risques numériques, la notification aux autorités compétentes de tous incidents cyber, dans des délais et dans des formats qui sont définis, des tests de résilience opérationnelle qui vont au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui et de constater dans les entreprises, le partage d'informations et de bonnes pratiques en rapport avec les cybervulnérabilités ou les cyberattaques, et puis le 5e pilier qui est la bonne gestion des prestataires tiers qui rentrent au sein d'une organisation en qualité de prestataire de services, fournisseur de services, en particulier au niveau numérique. Et pour faire le point sur cette question de cyber-résilience, j'aimerais juste par thématique proposer quelques questions, vous voyez, auxquelles introspectivement, donc c'est pas votre participation qui est réclamée dans l'immédiat, mais ces questions qui vont permettre peut-être, soit au travers de votre vécu, au travers de la situation de vos clients, des situations que vous rencontrez à titre personnel, de faire le point vraiment objectivement entre là où nous en sommes aujourd'hui et là où nous devrions être réellement au regard des enjeux et des menaces qui pèsent sur les entreprises, donc au titre de ces questions de sécurité informatique. J'ai relevé quelques domaines, ça peut être la gouvernance, la préparation aux incidents cyber, l'analyse, l'atténuation, la restauration ou l'amélioration continue en rapport donc avec ces questions de sécurité informatique. En ce qui concerne la gouvernance, lorsque vous êtes dans votre entreprise ou lorsque vous êtes en qualité de conseil, est-ce que vous avez l'impression que les rôles et responsabilités en matière de résilience informatique sont connus de tous? Est-ce que chacun, en cas d'attaque informatique, sait ce qu'il doit faire? Comment il doit le faire? Pourquoi il doit le faire? Dans quel délai il doit le faire? C'est un des enjeux de DORA, c'est de repositionner vraiment ce partage des rôles et responsabilités. Alors dans certaines entreprises, c'est déjà présent et on peut s'en féliciter. L'objectif d'DORA, c'est d'aller beaucoup plus loin parce que, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est sensibiliser les entreprises, mais pas tant au niveau technique, mais vraiment aborder la question de la sécurité numérique comme un thème managérial, de leadership, de gouvernance. Et c'est-à-dire que ces rôles et responsabilités, elles doivent être définies par secteur d'activité, par application technologique, par département, et que chacun doit effectivement savoir ce qui doit être mis en place en cas d'attaque informatique, et d'éviter, vous voyez, les constats où, après coup, on se rend compte que les responsables se disent qu'il y a eu trop peu, trop tard. Ouais. Mais malheureusement, le mal a été fait. Et donc c'est pour remettre le curseur peut-être sur de la pédagogie, et c'est peut-être aussi voilà, le travail qu'il faut faire avec les institutionnels, au-delà du staff technique, aller vraiment vers les managers, les leaders, les décideurs, pour qu'ils puissent vraiment prendre mesure de la situation de l'écosystème de cyberdéfense et des risques auxquels les entreprises aujourd'hui sont dans le milieu financier ou assurance, qui concerne particulièrement DORA. Au niveau de la préparation, quels sont les outils et les processus dont l'entreprise dispose
pour répondre dans les premières heures et les premiers jours à une attaque informatique? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont déjà prises? Est-ce qu'elles sont connues, partagées, surveillées, améliorées, comme l'est normalement un processus vital d'entreprise? Vous voyez, au niveau de la préparation, comment gère-t-on le risque fournisseur? Est-ce que la qualité, la maturité des fournisseurs qui interviennent sur notre SI ou qui interviennent sur les chaînes vitales de l'entreprise sont effectivement analysés? On ne va pas dire surveillés, mais analysés, sachant qu'aujourd'hui les systèmes sont très ouverts et que bon nombre d'attaquants, lorsqu'ils sont confrontés à des citadelles, on cherche le maillon le plus faible de la chaîne, et souvent, on l'a encore vu en France avec Pôle emploi il y a quelques semaines, c'est via un prestataire qui a eu cette fuite de données. En ce qui concerne le volet analyse, est-ce qu'il y a des éléments nécessaires pour faciliter l'analyse, donc le forensique? On parle de l'analyse des incidents cyber. Voilà, un retour d'expérience très concret, c'est la collecte des logs de tous les journaux d'événements qui sont répartis dans un système d'information. Bien souvent par souci de tranquillité, ce qui se faisait autrefois, c'était d'écraser ces journaux tous les mois ou tous les 2 mois, par souci de place par exemple. On sait aujourd'hui qu'en cas d'analyse forensique, on a besoin de ces journaux, mais sur un historique de 6, 7, 8, 12 mois. Ces journaux, c'est vital pour comprendre quelle est la stratégie des attaquants, par où sont-ils passés. C'est tellement important pour eux que parfois ils vont même jusqu'à masquer leur passage en manipulant les entrées de ces logs et en apportant une information qui en définitive est erronée. En matière d'atténuation, quelles sont les pratiques efficaces dont dispose l'organisation pour atténuer les conséquences des impacts d'une attaque cyber? Ça peut être l'atténuation en rapport avec la violation de données, la perte d'intégrité de données ou des interruptions de service. Est-ce que là aussi il y a des dispositions qui sont en place, et est-ce que si ces dispositions sont testées, régulées, mises à jour régulièrement? On peut parler de la restauration, on en a discuté un peu hier avec Peter. Voilà, les sauvegardes souvent sont en place. Parfois, elles ne sont pas testées ou pas testées jusqu'au bout, et on se rend compte que lorsqu'on en a besoin, malheureusement, on peut avoir des surprises et être en incapacité, alors que sur le papier, on pensait être en capacité d'eux, mais parce qu'on n'a pas pris le temps de tester, parce que tester un système, c'est aussi parfois mettre une vérité dont les responsables ne veulent pas au niveau IT, et on se dit, je préfère dire que je n'ai pas le temps plutôt que d'aller voir qu'en définitive, j'ai de graves carences sur mon système de sauvegarde ou de restauration. Et puis en termes d'amélioration, est-ce qu'il y a vraiment des plans d'exercice qui sont réalisés pour pouvoir protéger mes assets en cas de cyberincident? Est-ce que je vais pouvoir réagir correctement? Et là, DORA va beaucoup plus loin dans ses exigences par rapport au test. Abdou pourra nous en parler. Alors, vous voyez, c'est tout un processus. On a l'impression qu'en définitive, on n'a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'au travers de cette loi et de ces mécanismes de régulation, l'idée aussi, c'est de donner plus de pouvoir aux instances qui sont là pour légiférer les acteurs du milieu financier en France. Les contraintes sont beaucoup plus fortes parce qu'on veut vraiment durcir les obligations et être plus fort face aux attaques. Il y a quelque temps, vous voyez, on se disait, les attaques, je n'aurais pas à subir. La question aujourd'hui, c'est plus trop de savoir si on est ou non concerné, c'est surtout de savoir quand on le sera, comment on réagira. Et il y a vraiment un changement de paradigme. C'est vraiment un combat de boxe qui est engagé. Et vous savez, un boxeur, quand il est confronté à un adversaire qui est plus fort que lui, sa stratégie, c'est de rester près des élastiques. Parce que ça lui permet d'absorber le choc sans tomber et de rester dans le combat et de continuer d'assumer sa place. C'est un petit peu cette posture-là qui est recherchée au travers de DORA.
un pilier fort de Dora, c'est de se dire peut-être qu'on produira des systèmes d'information qui seront peut-être un peu moins efficients, mais qui seront plus robustes. Et aujourd'hui, ce que cherche le législateur, c'est de renforcer cette robustesse, c'est de susciter cette prise de conscience, et c'est de permettre aux acteurs, tous ensemble, par la coopération également, d'aller plus loin dans leurs mesures de prévention et de défense par rapport donc, à la sécurité informatique. Alors, voilà, j'ai déjà croqué presque 10 minutes. On va laisser... Non, mais c'est très intéressant dans ce que vient de dire Samuel, c'est cette notion d'écosystème, pour moi c'est un mot très fort aujourd'hui, et de gouvernance, d'organisation. Parce qu'effectivement, la résilience, c'est quelque chose, l'Union européenne, avec le NIS 2, avec DORA, s'est rendu compte justement, suite au Covid, suite à de très nombreux ransomware qui ont attaqué les hôpitaux, des secteurs financiers, etc., que justement le niveau de réponse, de redémarrage suite à ces perturbations, ces sinistres, était plus ou moins plutôt mauvais que bon, et qu'il y avait énormément d'organisations aujourd'hui qui ne pouvaient pas vraiment, n'avaient pas les moyens de vraiment pouvoir redémarrer, se réadapter dans un environnement hostile. Alors on pourrait se dire, c'est bizarre parce que les banques, les institutions financières vous disent mais nous avons des plans de secours informatiques, mais nous avons des équipes de sécurité technique, mais nous avons des processus de gestion d'incidents. Alors comment que ça se fait que nous arrivons à ce constat? Eh bien moi personnellement quand je fais du conseil, je m'aperçois que très souvent tous ces aspects sont très parcellisés, c'est-à-dire que on a de l'informatique qui fait son plan de secours informatique un petit peu dans son coin. On a, d'ailleurs, il y a eu une conférence hier qui était intéressante sur ce sujet, des pen-testers qui lèvent des vulnérabilités techniques qui restent quand même traitées dans le giron de l'informatique sans référence exacte aux gestionnaires de risques métiers s'ils existent dans l'entreprise. Vous avez une notion de risque qui est prévue de façon très parcellaire, surtout dans les établissements financiers. On parle de risque opérationnel avec une vision très financière uniquement de l'organisation. Et tout cela fait, en fin de compte, qu'une entreprise, c'est un ensemble de silos qui a un petit peu du mal à dialoguer, à avoir une vue d'ensemble. Alors qu'aujourd'hui, la résilience, c'est vraiment, effectivement, avoir un écosystème entre les systèmes d'information, les métiers, la stratégie de l'entreprise, très important, les partenaires externes qui interagissent, et que tout cela, ce soit une véritable supply chain cohérente, qui dialogue et qui a vraiment une vision d'ensemble pour pouvoir comprendre quelle est la stratégie d'entreprise, qu'est-ce qui est important dans l'entreprise, comment allons-nous pouvoir redémarrer suite à une crise et avoir ce véritable écosystème qui soit mis en œuvre. Donc je pense que établir ce système de gouvernance, cet écosystème, avoir une vision de bout en bout de l'organisation, même quand on est dans les systèmes d'information informatisés, c'est vraiment un élément très important de résilience, et c'est là-dessus que le NIS 2, aussi bien que DORA, aujourd'hui, va justement insister, auditer, vérifier au travers des 5 piliers que Abdou va nous expliquer. Merci Michel. Voilà, je voulais juste rajouter, c'est vrai, on parle de beaucoup de lois dernièrement en Europe, on parle de DORA pour la cyber-résilience, on parle du NIS 2, pas mal d'autres, le RGPD et tout. Mais en étant spécialiste en cybersécurité, moi si je suis CISO, je suis RSSI dans une boîte, c'est un peu ça mes armes réellement. Parce qu'un CISO, un RSSI, il a besoin d'un budget, il a besoin de ressources. Et ces ressources-là, depuis qu'on parle de cybersécurité, le métier n'arrive pas forcément à comprendre cette nécessité d'avoir des budgets, des ressources, des équipements et tout. On se limite souvent à cette compréhension de l'antivirus, des firewalls,
on croit que c'est suffisant pour protéger mon entreprise, protéger mon business. Et sans ces lois, c'est très très compliqué. Donc si on prend DORA dans sa globalité, c'est des choses qu'on a vues dans toutes les normes, dans toutes les bonnes pratiques. On parle de gestion des risques, on parle de cyber-résilience, on parle de formation, de gouvernance, mais c'était volontaire. Il fallait convaincre cette direction générale qu'il faut mettre en place tout ça. Et avec ce genre de loi, je pense que c'est une opportunité, une belle opportunité pour les spécialistes en cybersécurité pour pouvoir pousser leurs projets et mettre en place vraiment une sécurité efficace, une cybersécurité efficace, et ne pas se limiter aux solutions historiques et à une sorte de tendance. On parle souvent de SOC, c'est tout le monde qui veut mettre en place des Security Operations Center par exemple, mais pour pas mal de sociétés, c'est parce que c'est une sorte de tendance. Mais si on se base sur une gestion des risques, et c'est ce que exige DORA, par exemple, là on est sûr qu'on va être efficace dans notre implémentation, notre préparation pour faire face à des incidents de cybersécurité. Donc voilà, je pense que ce genre de loi vient réglementer, vient forcer certaines bonnes pratiques, et c'est une bonne chose, surtout que ça couvre, pour le moment, ça couvre les institutions financières, mais on sait que à partir de 2025, ça va être élargi à d'autres institutions, à d'autres secteurs d'activité. Si je reviens donc aux 5 piliers, donc il y a un ordre qui est assez logique. Donc si on veut mettre en place de la cybersécurité, bien sûr, on va pas commencer avec les choses purement opérationnelles. On commence avec une bonne gouvernance basée sur le risque. Actuellement, dans tout secteur d'activité, dans n'importe quel domaine, on parle vraiment de gouvernance basée sur le risque, sur la gestion des risques, et c'est la même chose pour la cybersécurité. On voit pas mal de normes, pas mal de méthodologies, ça c'est très bien, et DORA, elle a des exigences par rapport à ça. C'est bien sûr de se baser sur une méthodologie, c'est de se baser sur les normes et les bonnes pratiques, et elle reprend la même chose. Donc c'est un peu ce qu'on trouve au niveau de la norme ISO 27005 par exemple. Ça exige une bonne compréhension du contexte, ça exige une identification des scénarios de risque en se basant sur l'identification des actifs, les menaces, les vulnérabilités, leur niveau. Et il ne faut pas, bien sûr, dans une gestion des risques, se limiter à un impact. L'impact qu'on voit directement, une perte de confidentialité, intégrité par exemple, ou disponibilité, mais il faut regarder les impacts qui intéressent vraiment le métier, c'est les impacts financiers, c'est les impacts juridiques sur l'image de marque ou tout autre type d'impact. Si on sort un petit peu du secteur financier, on voit que ça touche même à la vie humaine par exemple. On s'attaque maintenant à des hôpitaux, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de déontologie. Ça ne sert à rien de se dire voilà, ça sera un pirate sympa, il ne va pas m'attaquer. Non, donc il faut prendre en considération tout type d'impact et sortir avec des plans d'action réalisables. Et tout ça a un objectif, c'est d'éviter des incidents. Mais on sait très bien que les incidents arriveront, hein. Le risque zéro n'existe pas, c'est le principe de la gestion des risques. Et si on parle de gestion des incidents, on doit se préparer. Et c'est l'un des piliers aussi de DORA. Donc ça parle aussi d'un pilier qui concerne la gestion et la communication et la notification des incidents. Donc la même chose, on s'inspire des modèles d'UNIS par exemple, de ISO 27035, pour avoir des process efficaces, pour être prêt si jamais on a des incidents, pour pouvoir être vraiment résilient. Donc on a dit on met en place des mesures de protection, des mesures préventives pour éviter ces risques-là, mais si jamais on a des incidents, on doit être capable de répondre très rapidement, parce que le temps coûte de l'argent, et si on a improvisé à l'instant T lors de la détection d'un incident, jamais on sera efficace. Donc c'est très très compliqué. J'ai entendu parler hier il y avait des statistiques qui ont été communiquées, et
on comprend qu'en moyenne, pour identifier et pour savoir qu'on a un hacker au sein de notre système d'information, en moyenne, c'est 200 jours. C'est énorme. Imaginez si on détecte ça au bout de 200 jours ou plus, ça peut être fatal pour une entreprise. On voit des incidents vraiment majeurs en termes de cybersécurité, des entreprises en faillite suite à des incidents cyber. Donc, il faut être prêt pour cette gestion plutôt pour ces incidents. Pour se préparer aussi, il y a le troisième pilier au niveau de DORA, c'est les tests de cyber-résilience. On ne va pas mettre en place des process et attendre l'instant où on a des incidents pour voir si c'est efficace ou pas, mais plutôt il faut être préparé à travers des tests, des exercices. On peut citer quelques-uns et c'est exigé par DORA actuellement. Hein. Avant c'était une bonne pratique, maintenant c'est vraiment une exigence de faire des tests d'intrusion sur notre système d'information. L'exigence c'est de le faire pour le moment, ça parle de minimum une fois tous les 3 ans, mais avec le temps, c'est sûr que cette fréquence va augmenter et ça sera chaque année. Ça, on parle de tests d'intrusion. Après, on a d'autres tests, par exemple le phishing, les scans de vulnérabilité. On va de plus en plus dans les différents standards, dans les différents programmes de cybersécurité ou les exigences, par exemple pour les institutions toujours financières, pour le SWIFT. C'est important aussi de faire des scans de vulnérabilité. Voilà, en termes de tests, c'est très important. Ça permet d'améliorer notre niveau de maturité, améliorer nos process et être prêt le jour J. On ne va pas découvrir ou essayer de réagir à notre façon. Nous sommes des humains, on réfléchit mal quand on est stressé. C'est un peu le principe dans la gestion des incidents, dans la gestion des risques aussi, c'est vraiment de se préparer pour ce moment difficile pour l'entreprise. On parle de plans de secours informatique, mais il y a des statistiques qui disent qu'au moment où on a besoin de ces plans de secours informatique ou des PCA, souvent ça ne suffit pas pour revenir à la normale ou pour continuer l'activité de notre entreprise. Donc ces exercices, ces préparations sont très très importants. Sont très importantes pour la survie de l'entreprise. Quatrième pilier, c'est la gestion des risques liés aux prestataires. Depuis des années, on parle de cloud, pas mal de services qui sont proposés par des prestataires. En externalisant, on pense qu'on est en train d'éviter des risques, mais les risques sont toujours les nôtres, même si on les externalise ou s'ils sont gérés par des prestataires. Donc cette gestion des risques par rapport à nos prestataires, donc DORA nous donne des exigences par rapport à ça. Elle nous dit qu'avant de choisir n'importe quel prestataire, on doit s'assurer de son niveau, de sa qualité. On doit s'assurer qu'il a par exemple des plans de continuité d'activité. Il y a une chose qu'on ne fait pas, souvent c'est une erreur lors des négociations des contrats, lors de la rédaction des contrats, c'est de se donner par exemple le droit de pouvoir auditer nos prestataires. Et ça, c'est vraiment le minimum dans un contrat. On parle de SLA, mais il y a plus important. Enfin, c'est très important les SLA, mais il y a d'autres choses qui sont encore plus importantes. Donc voilà, en termes de gestion des prestataires, il faut qu'on regarde un peu plus cet aspect et on ne se limite pas à des contrats standards. On a vu ce qui s'est passé avec OVH, pas mal de clients avaient leur site indisponible et ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce que les contrats, c'était des contrats standards qui protègent beaucoup plus le prestataire. Et donc, on doit mieux négocier nos contrats, on doit mieux gérer nos prestataires. Le dernier pilier, c'est le partage des informations. Bien sûr, la cybersécurité, on ne peut pas faire ça tout seul, ça ne marche pas, impossible que ça marche. S'il n'y a pas un partage entre les experts, entre les institutions, sur les sources de menaces, sur les incidents, c'est très compliqué de faire ça tout seul. Et on aura tous à reproduire la même chose à nouveau à chaque fois qu'il y a un incident. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter dans une cybersécurité parce que toute mesure qu'on met en place, toute leçon qu'on apprend peut nous aider pour être cyber résilient. Après, il faut, lors de la communication avec des partenaires, avec d'autres spécialistes en cyber, il faut savoir sur quelle information communiquer. Il y a des choses qui sont confidentielles et DORA, elle donne des exigences par rapport à ça.
On peut donner l'exemple d'une attaque DDoS. Il n'y a pas de mal de communiquer sur ça. On est tous cibles d'attaques similaires, mais ça peut être intéressant pour les autres spécialistes, pour les autres institutions qui sont dans le domaine ou pas, de communiquer par exemple les adresses sources de ce genre d'attaque. Ça peut servir pour blacklister ces sources de menaces ou ces sources de problèmes. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu ça les 5 piliers. Bon, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Samuel ou... Juste sur le volet communication, par exemple, est-ce que les entreprises sont prêtes à envisager, par exemple, que leur serveur de messagerie puisse être bloqué pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Et si ça se passe, comment on fait? Et comment on le fait? Et en cas d'attaque cyber, souvent, c'est ce qui se passe. La communication avec les moyens habituels est coupée et malheureusement, il n'y a plus de plan B. On voit en France, par exemple, des hôpitaux, serveurs de messagerie hackés, qu'est-ce qu'on fait? On crée des adresses Gmail à la va-vite et on s'appuie, avec malheureusement au niveau du partage de données, etc., sur cet opérateur de messagerie. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc il y a vraiment aussi une éducation, pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau du leadership, au niveau des décideurs, pour leur donner les éléments de compréhension, pour leur permettre de pouvoir jauger les situations, leur permettre de comprendre les nuances, d'éviter le noir ou le blanc, tout est noir en cas d'attaque cyber, et de pouvoir accompagner les décisions, la communication d'une manière franche et assumée, parce qu'aujourd'hui le risque cyber, ça fait partie malheureusement de la vie des entreprises. En préparant cette intervention, j'avais noté une attaque de 2016, si tu veux, Michel, on peut en parler rapidement. Donc c'est dans le milieu bancaire, une organisation cybercriminelle qui a pénétré les systèmes de la Banque du Bangladesh avec un logiciel qui clonait des transactions légitimes. Aujourd'hui, on pense que l'équipe était constituée entre 30 et 40 personnes. Il y avait des ingénieurs systèmes, des spécialistes du milieu de la banque, des ingénieurs en logiciel, des pirates informatiques, évidemment. Et donc, début février 2016, ce sont 35 demandes de retrait qui ont été envoyées par les attaquants par l'intermédiaire de Swiss à la Réserve fédérale de New York, où la Banque du Bangladesh avait des fonds. 951 millions de dollars. Voilà, c'était les sommes en jeu. Et finalement, l'attaque n'a pas tout à fait réussi. Ils ont réussi à absorber 81 millions de dollars. Pourquoi ont-ils réussi en partie à sauver les 820 millions de dollars? Parce qu'au cours d'une transaction, le mot Jupiter a été utilisé et ce mot Jupiter était tagué comme étant une expression à surveiller parce qu'elle appartenait à une compagnie maritime qui était surveillée par les instances. Donc ça n'avait rien à voir avec la Banque du Bangladesh, mais c'est retombé dans le giron des contrôles des transferts interbancaires. À cause du décalage horaire, du jeu d'ouverture, de fermeture des institutions bancaires, il a fallu 4 jours pour que l'alerte puisse remonter. Et vous voyez, c'est juste aujourd'hui, ça fait figure d'anecdote, mais on voit les sommes qui sont en jeu. L'internationalisation des attaques, vous voyez, entre le Bangladesh, les États-Unis, ils se sont servis de banques au Sri Lanka pour faire migrer les fonds qui étaient détournés. Et au final, grâce à quoi on a limité les dégâts? Grâce à un mot du dictionnaire qui était au mauvais endroit et qui a été utilisé de manière erronée par les attaquants. Et aujourd'hui, les situations auxquelles les États doivent faire face, vous voyez, c'est ça en définitive. Et on comprend pourquoi cette réglementation elle est importante,
parce qu'aujourd'hui, le risque cyber a atteint des proportions en termes de niveau de risque qui sont importants et qui peuvent menacer même l'économie de certains pays dans les cas les plus graves. Voilà, donc c'est une expérience à partager. Juste une petite parenthèse par rapport à cette expérience. Si ma mémoire est bonne, c'est une attaque qui a touché le réseau SWIFT, qui concerne les grands montants, comme vous savez. Et ce qu'on dit, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est suite à cette attaque que le CSP SWIFT est devenu une exigence. Et actuellement, toutes les entreprises, enfin les institutions principalement financières ou pour d'autres secteurs, c'est une exigence aussi, c'est de mettre en place ce programme SWIFT. Ça devient une obligation de se faire auditer chaque année et d'être conforme à ce programme. Donc c'est un peu le cas aussi pour les autres, pour pas mal d'autres réglementations, comme DORA, c'est suite à pas mal d'attaques sur les institutions. Alors justement, aujourd'hui, les entreprises, parce qu'on parle de DORA, mais comment se mettre en conformité dans le futur avec DORA quand on est une institution financière? Eh bien, je pense qu'on a pas mal de normes qui ont évolué ces derniers temps, comme ISO 27001 dans sa version 2022, ISO 27005 dans sa version 2022, et on a la norme ISO 22301 sur la continuité d'activité, et qui sont vraiment des normes permettant un travail de certification dans les entreprises qui peuvent aider énormément la mise en place de DORA. Déjà, je vous rappelle qu'au niveau gestion de risque, même si on parle beaucoup de l'ISO 27005 dans les milieux de systèmes d'information, la norme sous-jacente, l'ISO 27005 et l'ISO 27001, n'oublions pas aujourd'hui, et c'est largement mis en avant dans la dernière version de l'ISO 27001, c'est la ISO 31000 dans sa dernière version 2019. C'est une norme qui, hélas, est beaucoup moins connue, mais en fait, c'est la norme de référence. Pourquoi ? Parce que la norme ISO 31000, c'est la norme permettant de faire un programme de gestion de risque systémique dans l'entreprise et qui va faire le lien justement complet de bout en bout entre la stratégie d'entreprise, les métiers, les systèmes d'information, du top-down et du bottom-up, avec aussi une gestion des risques dans les projets qui va bien se raccrocher à cette vision absolument systémique et transverse, et qui va permettre cette vraie compréhension des risques et de l'importance des métiers et face justement à des sinistres, pour permettre d'avoir une vraie résilience, une vraie gouvernance, comme on en parlait tout à l'heure, et pour aller vers cette résilience. Donc n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'ISO 31000 qu'il faut, j'ai envie de dire, complètement appréhender, même que lorsque l'on est dans les systèmes d'information, pour avoir une vraie vision du risque d'entreprise et avoir cette vision globale que l'on voudrait amener dans les entreprises pour avoir vraiment cette notion de pouvoir s'adapter et d'avoir une vision dans toute l'entreprise de c'est quoi les grands objectifs principaux justement qui fait vivre notre entreprise. Donc déjà, c'est déjà un point important. Et puis l'ISO 27001 dans sa version 2022 insiste sur la mise en œuvre de processus, mais pas n'importe comment. Avoir un processus de gestion des incidents où vous avez surtout un super outil dont personne ne sait exactement se servir, qui est mis en œuvre pour traiter les incidents, et on est content, c'est pas ça. Et aujourd'hui, même dans l'ISO 27001, 2022, on insiste sur un processus, justement, comme le disait Samuel, un processus, c'est pas n'importe quoi. Un processus, ce sont des procédures avec des rôles qui sont affectés sur le processus, avec des métriques qui sont définies pour pouvoir surveiller le processus, avec des procédures qui sont bien définies, avec un résultat qui est complètement clair et chacun sait quelle est la limite de son processus et quel est l'enchaînement du processus, avec donc une vraie description qualité des processus qui, là aussi, permettrait à une entreprise de beaucoup mieux
cerner les responsabilités et permettre aussi à une équipe de ne pas dire moi je travaille dans mon processus, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, j'en sais rien et c'est pas mon problème. Et parfois, c'est ce que l'on peut entendre quand on fait du conseil dans les entreprises. J'ai déjà été interviewé des audits, des gestionnaires des incidents qui me disaient moi je traite mes incidents, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, c'est pas trop mon problème. Bon, moi j'essaye de faire quelque chose, si ça plaît pas aux utilisateurs, voilà. C'est pas ça un processus, c'est pas ça une organisation, c'est pas ça une gouvernance. Et tant que l'on n'arrivera pas à franchir complètement cette étape de vision globale de l'entreprise, on aura du mal justement à vraiment mettre en œuvre cette résilience. Et c'est là-dessus qu'il y aura, je pense, au travers de ces réglementations, eh bien une vraie demande, un vrai contrôle, pour arriver justement à avoir des entreprises, encore une fois, qui ne soient pas des silos, mais vraiment une vision cohérente vers justement quelle est la mission, quelle est la valeur de l'entreprise, quel est son objectif final. Voilà. Donc, ISO 22301, je vous rappelle, plan de continuité d'activité, ce n'est pas plan de secours informatique. C'est la norme certifiante pour les plans de secours informatique, mais vision, plan de continuité. Je ne suis pas l'informatique qui restaure mes infrastructures techniques. Donc, vous voyez bien que si aujourd'hui on comprend aussi toute cette nouvelle norme, on a vraiment une vision qui va permettre de répondre à ce qui est demandé dans ces nouvelles réglementations, NIS, DORA. Vous avez aussi les NIST américains comme la mise en œuvre d'un framework de cybersécurité qui a cette vision globale. Et donc j'invite vraiment les entreprises dans le monde aujourd'hui financier de vraiment comprendre toutes ces réglementations, standards, etc., pour pouvoir adopter beaucoup plus facilement DORA. Et PECB, on va faire quand même aussi, on va rappeler tout cela, les formations PECB, il y en a sur aussi l'ISO 31000, il y a les capsules maintenant qui vont aussi vous permettre de comprendre certains sujets plus à fond, donc voilà. Je pense juste peut-être avant de passer oui, on va questions. Terminer et puis passer aux questions. Ouais. Tout à fait. Rapidement, juste pour rappeler les établissements concernés par cette réglementation, parce qu'on parle d'institutions financières, mais il ne faut pas penser que c'est uniquement les banques. C'est aussi les établissements de crédit, paiement, les prestataires de services de paiement, les entreprises d'assurance et réassurance. C'est aussi les institutions de retraite professionnelles. Pour les dates, peut-être 2 dates qui sont très importantes. Donc la loi, elle a été approuvée, enfin, elle entre en vigueur. Elle est entrée en vigueur le 16 janvier 2023 et les entreprises doivent être conformes avant le 17 janvier 2025. Et à partir de cette date, toute institution financière risque d'être auditée par des institutions locales, par les autorités locales au niveau de chaque pays pour voir si on est conforme ou pas. Donc voilà. C'est une petite parenthèse. Juste pour compléter aussi ce que disait Michel sur la partie analyse des risques, donc avec les normes ISO 21300 et puis 27005, on a aussi en France la particularité d'avoir la méthode EBIO-CRM qui commence à s'étendre un peu partout en Europe. Méthode agile qui est à co-construire entre les métiers, l'IT, avec une première étape où on construit le référentiel, une analyse des risques basée donc sur des référentiels et on fait une mesure d'écart. Ensuite, on définit les valeurs métiers, les biens supports, donc l'outillage informatique qui permet à l'entreprise de conduire ses missions. Et ensuite, 2 temps forts, ateliers 3 et 4, où on fait des scénarios stratégiques, donc plutôt des scénarios de haut niveau, par où ça pourrait arriver. Et puis l'atelier 4, où on est plutôt en mode paranoïaque, si j'étais un attaquant, par où je passerais. Et enfin, l'analyse de risque qui permet de prioriser et de définir donc le plan de remédiation. Ce qui est très bien dans cette méthode, c'est qu'elle est agile. On n'est pas obligé de faire les 5 ateliers. On peut très bien commencer avec le premier et puis itérer ensuite sur des étapes.
suivantes, et elle se co-construit avec les métiers et avec l'IT. Donc on termine des analyses de risque purement DSI qui ne sont pas complètes et qui ne vont pas dans le sens de Dora, comme l'expliquait Michel, où on veut vraiment créer une synergie globale de l'appréciation du risque et des moyens de défense en entreprise et dans les milieux financiers. Merci. Une question Julie Gaël. Alors, déjà, merci beaucoup pour la conférence. Plein de sujets très intéressants. Alors, on parle de janvier 2025 pour les mises en place. Ma question est un peu multiple. Déjà, est-ce que c'est pas un peu tard? Ensuite, les institutions ciblées, est-ce que c'est juste suffisant? Est-ce que ça ne devrait pas très rapidement s'étendre à d'autres institutions? Et troisième question, quelles sont les sanctions en cas de manquement à cette mise en conformité, on va dire, obligatoire, car législative, pour le coup? Ouais. Alors juste pour, tu pourras compléter aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas trop tard? Je vais répondre avec un principe utile. Commencez là où vous êtes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que la technique, on l'a dit ce matin, avance beaucoup plus vite que la partie juridique. Les difficultés auxquelles on est vraiment dans un monde de paradoxes. Les entreprises ont massivement migré les données sur le cloud. Et puis aujourd'hui, on présente la blockchain avec les techniques décentralisées comme étant plus sécurisées. Les frontières nationales n'ont jamais été autant resserrées et d'un côté, les frontières numériques autant ouvertes. Voilà, c'est vraiment des paradoxes qu'il faut gérer et le législateur doit faire avec et adapter sa vitesse de rédaction de l'outillage juridique en fonction des pratiques et des usages des entreprises, mais sans limiter l'innovation, sans limiter les adaptations. Donc c'est quand même un jeu très délicat. Au niveau des sanctions, je n'ai pas de chiffres en tête, mais c'est plus fort que ce qui était dans NIS. Le NIS 2 prévoit pour l'instant les mêmes sanctions que pour le RGPD. C'est la même chose pour Dora, en fait. Voilà. Ça peut aller d'une petite amende jusqu'à 5% du chiffre. Je crois que Dora, c'est même supérieur à NIS 2, ça va presque au double. Hein. Et c'est aux autorités locales de juger par rapport à ça. Et ta troisième question, je tiens. La question, c'était sur l'étendue justement des autres organisations qui devraient être concernées. Alors, en Europe, on pense qu'il y a 22 000 entités qui seront concernées. Dans les 5 piliers, il y a quand même toute la partie analyse de vos fournisseurs tiers. Donc, in fine, c'est peut-être 22 000, mais les tiers vont aussi par ricochet être concernés. Ouais. Donc, ça risque aussi, c'est ça qui est recherché, c'est cet effet un peu d'irradiation et vertueux pour qu'on renforce tous les maillons de la chaîne et que l'écosystème soit, au final, toutes les filières soient plus fortes. Est-ce qu'ils seront au courant avant 2025, c'est ça? PECB vendra des cours. Merci pour la conférence. Moi, j'ai une question de ce que je comprends. Dora met surtout l'accent sur l'aspect gestion des incidents. Ça va être le pilier sur lequel ça se concentre. Sur les 5 piliers, je veux dire, c'est le focus. Avec effectivement des choses à mettre en place sur les couches opérationnelles et tactiques. Vous avez parlé de tests d'intrusion qui doivent être faits, etc. Moi, ma question sur la couche stratégique, est-ce que les exercices de type tabletop vont être rendus un peu plus obligatoires où les entreprises vont devoir les faire? Moi, j'ai des clients qui les en font pas, c'est un peu ad hoc, mais est-ce que là, avec Dora et en Europe, ça va être renforcé parce qu'on sait que le management doit aussi être préparé, formé à ça pour, si jamais il y a une attaque, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, c'était ça ma question sur le tabletop. Très bien. Au fait, Dora ne donne pas une liste exhaustive des tests qu'il faut faire. Elle exige qu'il y ait des tests et des exercices pour tester la cyber-résilience. Ce qui a été cité, c'est les tests d'intrusion, le phishing, le red teaming aussi, ça devient une exigence aussi, parce que ça va un petit peu sur le temps. Après, c'est propre à l'entreprise
de faire d'autres tests supplémentaires plus poussés. Les tests de continuité, par exemple. Tout à fait, ouais, les Vrais tests, de continuité, exactement. c'est important, ça. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Après, on parle aussi d'une révision de la réglementation DORA, et probablement ça va être encore plus exigeant. Et avec, pour la partie gestion des incidents et tests, il va y avoir forcément d'autres exigences et une fréquence plus intéressante, plus importante par rapport à ces tests. Voilà. Pour la certification 22301, ça peut couvrir les exigences pour l'Union européenne. Un client, par exemple, qui se certifie 22301. Ouais. C'est en fait compris. Bah, pareil, hein, dans DORA, on ne vous dira jamais il faut être certifié ISO 27001, ISO 22301, etc. Mais c'est comme pour le RGPD avec ISO 27001, par exemple. C'est presque de facto. Hein. Si vous voulez vraiment montrer que vous pouvez répondre à des interruptions majeures, à des désastres, de toute façon, il n'y a que les plans de continuité vraiment bien anticipés, testés, avec tout ce qui va bien autour, qui vont permettre une réponse à des perturbations de type vraiment désastre, où si on n'a pas ça, de toute façon, on ne pourra pas redémarrer. Donc, c'est vraiment, de toute façon, la norme à mettre en œuvre dans les organisations si vous voulez préparer une vraie réponse à des incidents de type désastre. Donc, voilà. Sinon, comment ils vont contrôler eux-mêmes? Par exemple, une entreprise, ça touche par exemple peut-être ou bien 20 000 entreprises, et ben, il suffit d'une certification qui prouve que si on dit une certification de 200 ça veut dire qu'il aurait fait la gestion de risque, le impact analyse, les plans, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est test, ils ne vont pas fouiller tout le temps. Donc tout ce processus-là, non, et un audit peut-être compliqué, etc. Il suffit de montrer, par exemple, une certification. Ça peut normalement couvrir. En fait, c'est super, mais Michel. En fait, c'est vrai, c'est important, même pour un auditeur, il peut prendre en considération une certification. Ça peut être le cas. Mais il y a un point qui est très important par rapport à ISO 22301, c'est vrai, ça couvre aussi les attaques cyber, et ça couvre tout ce qui touche et perturbe la disponibilité, principalement, de l'activité. Mais si on parle... Mais ce n'est qu'une partie de la cybersécurité, parce que dans la cyber-résilience, on parle aussi de la confidentialité, de l'intégrité, qui sont des aspects importants. On a continuité d'activité parmi, disons, éventuellement les risques, éventuellement les impacts majeurs qui peuvent être identifiés sont les processus cybernétiques, donc ce sont en fait les enjeux importants qu'il faut les traiter, éventuellement, que ce soit par ce qu'on appelle la gestion de risque, ou bien tout ce qui est plan, ou bien stratégie, etc. Donc c'est pas uniquement la continuité d'activité, ça touche pas uniquement donc entre autres la cybersecurity, donc l'attaque aussi. Donc c'est tout confondu. Enfin, la continuité d'activité, c'est une norme excellente qui peut éventuellement répondre à tout type de perturbation majeure. Oui, je suis d'accord. Comme le Covid, comme inondation, comme le cyber-attaque, ransomware. Vous avez un ransomware, une attaque ransomware, comment vous allez résoudre tout ce problème? C'est la continuité d'activité. C'est très important. Et ici, le problème, c'est que c'est un outil important que peut éventuellement aider les organismes et l'État lui-même, ou bien l'Union européenne, etc. On est d'accord par rapport à ça, bien sûr. Une autre question? Bonjour, merci pour vos apports mutuels. J'ai une petite question, c'est pas une question provocante, je précise. Dora, très bien. Si j'ai retenu, grosso modo, les plus concernés quand même, ça reste les opérateurs financiers ou les intermédiaires. Et dans la foulée, dans l'année qui s'ensuit, sort le Market in Crypto Asset, avec la DC8 où, grosso modo, tous les opérateurs vont devoir donner les identités de tous les investisseurs. Donc la promesse... du crypto blockchain, entre guillemets, tombe. Est-ce que, justement, dans le marché du crypto asset, tout ce qui est crypto-monnaie, on peut considérer qu'ils seront concernés par ça?
Oui, ils seront concernés aussi, oui. Je sais pas si j'ai cité ou pas, mais c'est concerné aussi par DORA. Ouais. Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est une observation et une question. C'est qu'on dit qu'il faut être prêt. Mais du coup, est-ce que vous avez des préconisations sur le degré de test? Alors, je fais exprès en disant, on parle de Cyber Security Resilience Act aussi à un moment donné. C'est quel type de test il faut faire pour être prêt contre la cybersécurité, là, dans ce cadre-là? Je pense déjà que il faut avoir de façon très objective le courage de faire une vraie analyse de son existant, une vraie évaluation de son existant, sur bien justement l'état de ces processus aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait, l'état de sa gestion d'incidents et le nombre d'incidents que l'on peut avoir au quotidien, faire aussi avoir une vision très objective de quels sont justement le fonctionnement de sa gouvernance, de la relation des métiers avec les systèmes d'information, le niveau de suivi qu'il peut y avoir en termes justement d'intelligence, de menaces, de tout ce qui est innovation dans son entreprise, bref, de voir un peu son organisation, comment elle tient la route. Je pense que la première chose, je crois que c'est vraiment d'avoir une vraie évaluation interne ou faite par ou bien des consultants ou bien des auditeurs internes qui connaissent vraiment le sujet, d'avoir objectivement, sans craindre d'être mais c'est de ta faute, non c'est de ta faute, etc. Non, d'avoir vraiment une vision réelle de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans son entreprise, et par rapport à ce qui est demandé dans DORA ou dans certaines normes, déjà de faire une étude d'écart, et puis de présenter ça justement à sa direction pour montrer aussi, comme le disait Abdou, le responsable sécurité, le risque manager, etc. Voilà le travail que nous avons à faire, voilà les budgets qu'il nous faudrait. Si on n'a pas les moyens de le faire, vous vous engagez, vous, direction générale. Alors, je sais bien que c'était plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, je pense qu'il faut quand même, avec ces évaluations, mettre chacun à tout niveau devant ses responsabilités. Alors, même si c'est les systèmes d'information, je pense qu'aujourd'hui, un manager métier doit vraiment s'engager sur son système d'information sans avoir tendance à dire c'est de la technique, j'ai autre chose à faire, etc. On voit bien. Et pourtant, c'est encore un langage qu'on entend dans des entreprises. J'ai entendu récemment encore un dirigeant qui a dit moi, l'informatique, j'ai ma production. Non, mais aujourd'hui, sa production, c'est de l'informatique quand même. Les objets connectés sont là. Donc je pense que, je ne sais pas ce qu'en pensent Abdou et Samuel, s'ils veulent compléter ce que je dis. Au niveau des tests dans DORA, ce qui est recherché, c'est de continuer à faire des tests comme on le faisait sur les mêmes thématiques, mais de les conduire d'une manière moins en silo qu'aujourd'hui, et de les faire plus transverses, on l'a dit, en mettant en responsabilité également les métiers, en identifiant un surveillant de risque ou un porteur de risque, pour que les alertes puissent être remontées plus rapidement. Et c'est aussi de faire comprendre qu'en fait, cette sécurité, elle ne peut pas être conduite correctement exclusivement par la partie IT. Il faut responsabiliser tous les étages de la fusée, et il faut que le middle management puisse aussi être partie prenante sur ces questions de sécurité, même quand on est dans des entreprises de plusieurs milliers de salariés. Encore une fois, je pense que de toute façon, le fer de lance du sujet, et c'est pas quelque chose qui est encore toujours bien mis en œuvre dans les entreprises, c'est quand même tout part d'une excellente gestion de risque. Les incidents viennent des risques, la sécurité, ça vient des risques, la cybersécurité, ça vient des risques, etc. Donc moi, le conseil que je dis, c'est avant tout quand même, prenez le temps de mettre en œuvre une véritable gestion de risque. Regardez ce qui est écrit dans l'ISO 31000,
hein. Et je pense que essayer progressivement de mettre en œuvre cette gouvernance du risque, et je pense que c'est aujourd'hui de là que une vraie bonne sécurité, en fin de compte, démarre. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, l'objectif, c'est vrai, souvent occulté, hein. c'est d'être conforme avant le 17 janvier 2025, mais n'oublions pas, le premier objectif, c'est d'être cybersécurisé. Donc ça, ce n'est qu'un outil. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous.